comment les capitales européennes voient le contexte stratégique et les différents conflits aux portes de l'Europe aujourd'hui. On en parle avec notre invité. Bonjour Thomas Gomard. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous êtes directeur de l'IFRI. Alors la vision de Paris n'est pas forcément celle de Berlin, de Londres. Comment voyez-vous celle de Paris d'abord ? Je crois qu'à Paris prévaut un sentiment d'urgence stratégique, compte tenu de l'évolution du contexte. Pourquoi ? Parce que les troupes françaises sont engagées dans la bande sahélo-saharienne depuis 2014, et depuis 2013 d'ailleurs, pour être plus précis, et qu'il y a tout un constat des difficultés rencontrées, qui s'est notamment exprimé lors du sommet de Pau, réuni par le président Macron avec les présidents des pays du G5 Sahel. Il y a là un enjeu de sécurité majeur qui est assez peu partagé en réalité par les partenaires européens, même si certains d'entre eux font quelques efforts militaires pour participer aux opérations. C'est le cas des Danois, des Estoniens par exemple. Mais ce n'est pas vu comme au fond une zone susceptible d'être pour l'Europe ce qu'a été jadis l'Afghanistan, c'est-à-dire une zone qui peut être complètement déstabilisée. Et donc ce qui est recherché aujourd'hui, c'est un certain niveau, non pas de transformation complète de la zone, ce serait impossible compte tenu de sa structuration, des modes de vie qui s'y observent, mais d'arriver à une sorte d'instabilité raisonnable en fait, qui pourrait justifier une diminution de l'effort militaire. Pour l'instant, il y a une accentuation de cet effort militaire, puisque le président de la République a décidé l'envoi de troupes supplémentaires, très probablement pour une série d'opérations avant l'été, destinées à assainir la situation dans la zone dite des trois frontières, où des regroupements de djihadistes ont été observés. Et après cela, tout cela doit s'accompagner évidemment d'un effort en matière de développement, mais développer cette zone, c'est évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, compte tenu de la fragilité notamment des États concernés. Donc ça, c'est le premier gros dossier sur lequel il y a une priorité évidemment à Paris, qui n'est pas ressentie de la même manière dans d'autres capitales européennes. Pas ressenti par... Est-ce que finalement, en quelque sorte, c'est pas, on ne veut pas s'en mêler parce qu'on ne veut pas avoir ce fardeau, ou est-ce qu'on n'est pas conscient de l'importance ? Je crois que c'est plutôt la première option, c'est-à-dire qu'il y a une réticence fondamentale de la plupart des pays européens à envisager des opérations militaires à l'extérieur, à être préparés à cela, à la fois en termes quantitatif et aussi de préparation de leurs troupes. Donc ça, c'est un élément qui joue. Mais à cela s'ajoute aussi peut-être un sentiment que c'est au fond l'expression d'une ancienne puissance coloniale. Alors qu'en réalité, je pense qu'il y a vraiment une volonté à Paris, d'européaniser les choses dans la mesure du possible, et surtout, et j'aurais dû mettre le 2 avant le 1, de faire en sorte que les pays concernés soient capables de produire par eux-mêmes de la sécurité. Or, on se heurte à cette très grande difficulté, comme ce sont des États faibles, par définition, leurs forces armées le sont aussi. Alors, sur les autres chapitres, est-ce qu'il y a un peu plus de convergence ou de volonté commune ? L'autre grand dossier, c'est la situation au Levant, où là, le cancer syrien continue à propager ses métastases, et notamment jusqu'en Libye. Les grands changements, c'est l'évolution de la position turque, qui à la fois est intervenue dans le nord de la Syrie. Je rappelle que la Turquie est membre de l'OTAN et également intervient en Libye. Et donc on est dans une situation aussi où la Turquie, dans son rapport à l'Union européenne, accompagne ces opérations militaires d'une pression très grande exercée à l'égard de l'Union européenne avec la question des réfugiés. Et le président Erdogan ne ratant jamais une occasion de rappeler qu'il a cet outil, au fond, cette arme à sa disposition. Et là, je pense que sur la situation au Levant, il y a davantage de cohérence de la part des Européens et de convergence de vues. En revanche, il y a un poids marginal aujourd'hui des Européens par rapport aux acteurs que sont la Russie et la Turquie. L'impression qu'on peut avoir en quelque sorte, c'est qu'ils sont d'accord pour signer des tribunes ensemble, mais qui ne pèsent pas dans ce conflit pour l'instant. Si vous voulez, la grande tendance, c'est que les Européens n'ont cessé de désarmer quand les autres ont réarmé. Et en particulier les États-Unis, la Chine, la Russie, la Turquie, Israël, l'Iran. Et donc nous sommes, nous Européens, à contre-cycle par rapport à des pays qui se préparent militairement, je dirais, depuis 2001. Alors que les Européens, eux,
ont coupé leur budget militaire après 2001 et surtout après la crise de 2008-2009. Et même s'ils sont d'accord, ils n'arrivent pas du coup à et donc mobiliser il y a un moment où tout simplement leur absence de moyens, leur velléité d'intervenir mais sans moyens, fait qu'ils se retrouvent dans une situation plus d'observateurs que d'acteurs. Alors vous avez parlé tout à l'heure des acteurs de cette région, et il y a notamment la question de la Russie que vous connaissez bien. Là on a parlé en quelque sorte d'un reset à la française d'Emmanuel Macron en direction de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça donne? Qu'en pensent les autres capitales européennes? Il y a plusieurs choses. C'est que ce qui est clair de la part du président de la République, c'est de dire qu'il y a une allocation de ressources stratégiques trop importante sur la Russie, compte tenu de la dégradation que je viens de décrire. Qu'en même temps, la Russie, après l'annexion de la Crimée, après la déstabilisation du Donbass, a modifié la sécurité européenne, a créé davantage d'insécurité sur le continent européen, et avec une préoccupation très forte du président de la République qui est la déstructuration accélérée de tout ce qu'on appelle la maîtrise des armements, c'est-à-dire de tous ces accords américano-russes qui régissaient en particulier l'arme nucléaire. Tout ça est en train de disparaître, je n'ai pas le temps d'énumérer, mais ça place aujourd'hui les Européens, qui sont pourtant les principaux concernés, dans une situation préoccupante. C'est-à-dire que ce qui est en train de se profiler, c'est la possibilité de voir les États-Unis, avec la Chine et la Russie, au fond, décider du cadre stratégique des prochaines décennies. Cadre stratégique qui s'appliquera aux Européens. Et donc il y a dans la démarche du président de la République une volonté, en allant avec ce dialogue avec la Russie, de rappeler que les Européens doivent être présents en matière de maîtrise des armements. Donc c'est une démarche à minima qu'il faudrait faire, que tous les Européens devraient faire finalement. Ça c'est certain, mais c'est aussi une démarche à mon avis qu'il faut envisager non pas sur 1 ou 2 ans, mais qui vise à reconstruire un cadre plus général de sécurité européenne. Merci beaucoup Thomas Gomard d'être venu nous parler de ces enjeux. Merci à vous.